De 1984 à juin 2009, 40 cas de blessures par morsure canine ayant entraîné la mort. 40 décès dramatiques où sont impliqués entre autres 17 bergers allemands, 4 Rottweiler, 3 American Staffordshire Terrier, 3 bosserons, 3 dogs allemands, 2 bulles mastifs et autres chiens. 1999. Loi sur la catégorisation des chiens impliquant un certain nombre de races en les scindant en 2 catégories. Catégorie 1, dit chien d'attaque, comme le pitbull par exemple, et catégorie 2, dit chien de défense, comme le Rottweiler ou l'American Staffordshire Terrier. 2007. Pour cette seule année, 3 décès d'enfants âgés respectivement de 18 mois, 10 ans et 19 mois. Sont impliqués dans ces décès un American Staffordshire Terrier, 2 dogs allemands et un croisé bosseron malinois. Les chiffres de 300 à 400 000 morsures déclarées par an en France sont avancés, dont certaines gravissimes. La majorité des scientifiques, des spécialistes et des experts canins, toutes professions confondues, de tout pays, France incluse, et dont les compétences sont reconnues, s'accordent sur les mêmes fondamentaux. L'agression est un comportement qui fait partie du répertoire comportemental des espèces sociales, comme le chien et l'humain, par exemple. Il est donc indéniable que tous les chiens, quelle que soit leur race, qu'ils soient petits, moyens ou grands, peuvent produire une action d'agression à des degrés divers. Seul le résultat reste différent suivant la taille et la force du chien. Les races représentatives du plus grand nombre de morsures ne font d'ailleurs pas partie des chiens catégorisés par cette loi. Bien qu'étant encore très en retard en France, les études faites par les spécialistes d'autres pays ont démontré que ce dispositif de catégorisation était sans fondement. Outre les effets pervers d'une labellisation de certaines de ces races par cette loi, elle ne peut qu'entraîner une déresponsabilisation des autres maîtres d'autres chiens non catégorisés et tout aussi potentiellement dangereux. Certains se retranchent d'ailleurs vers des races plus ou moins ressemblantes, mais ne subissant pas les contraintes de la loi. Voilà 12 ans que cette loi est passée et nous avons suffisamment de recul sur son inutilité, son inefficacité, sa raison d'exister et de perdurer, et comme étant reconnue par tous comme une ineptie scientifique totale. Plutôt que de tenir compte de ces enseignements et de baser l'évolution d'une réglementation et de lois, certes nécessaires et indispensables, sur des réalités et les connaissances des experts canins, ne voilà-t-il pas que l'on vient stigmatiser un peu plus ces chiens catégorisés en demandant aux maîtres détenteurs de passer un permis de chien pour ceux-ci? Tout d'abord, consultation vétérinaire, consultation comportementale auprès d'un vétérinaire agréé, puis attestation d'aptitude à détenir un chien catégorisé, décerné par un formateur agréé. Je m'arrêterai essentiellement sur l'attestation d'aptitude donnée au maître. Celle-ci se passe chez un formateur dont les connaissances minimales demandées pour l'obtention de l'agrément sont ridicules étant donné l'importance du sujet. Ce même formateur doit vous faire suivre une formation de 7 heures. La loi prévoit que cette formation peut se faire avec ou sans chien. Ce qui semble être une première aberration quand on sait que, bien que se défendant de ne faire qu'une information, les formateurs remettent bien au maître un document attestant de leur aptitude à détenir tel ou tel chien. Comment apprécier l'aptitude d'un maître à détenir tel ou tel chien sans même voir le chien et les relations qu'il a avec son maître? Que va pouvoir apprendre un maître sur une journée en sachant qu'il faut des mois d'éducation et d'enseignement en centre d'éducation? Tous s'accordent aussi à dire que cette journée ne sert pas à grand chose, y compris parmi ceux qui délivrent ce permis de chien.
Lorsque l'on consulte d'ailleurs la liste des personnes ayant demandé le statut de formateur pour faire passer ce permis de détention de chien, on s'aperçoit que le plus grand nombre de ces formateurs font cette journée sans chien, ayant la possibilité, comme le prévoit la loi, lors de leur demande d'agrément, de choisir de faire leur formation avec, sans ou avec et sans chien. La loi prévoit également que le formateur peut recevoir maximum 10 personnes avec chien ou 20 personnes sans chien. Outre le montant qui varie entre 100 et 150 € pour la consultation vétérinaire, il en coûtera environ la même somme pour faire cette journée de formation et obtenir le permis de détention, voire plus, à remettre au formateur. Déjà que la liste des chiens visés par la détention de ce permis reste bien incomplète car elle ne cible que les chiens catégorisés par la loi de 99 dont nous avons pu voir qu'ils étaient loin d'être les seuls concernés et responsables des morsures et agressions effectives et possibles. Le contenu même de la formation et la forme de celle-ci restent bien minimes et inutiles par rapport aux enjeux des problèmes y afférents, c'est-à-dire l'intégrité physique d'humains, souvent d'enfants, voire la vie même de ceux-ci. Quand il y a danger potentiel, il est non seulement souhaitable, mais également utile et nécessaire qu'il y ait d'une part prévention, mais aussi légifération en la matière. Le principe même d'une loi est d'endiguer les aspects négatifs d'une chose ou d'une situation. La loi de 99 sur la catégorisation des chiens n'a rien indiqué du tout et la loi sur le permis de chien a son fondement sur cette même loi de 1999. En principe, quand les fondations d'une construction ne sont pas bonnes, on ne s'amuse pas à construire dessus, tout au moins si on a un tant soit peu un esprit de logique et un minimum d'intelligence. Il est évident qu'il est intolérable qu'il y ait autant d'accidents. Il est intolérable que des personnes et que des enfants soient blessés gravement ou meurent sous les crocs de chiens. Il est intolérable qu'il y ait des maîtres irresponsables, quelles que soient les raisons, par négligence, par méconnaissance, par besoin ou autre raison, et qu'il est urgent et indispensable que tout soit mis en œuvre à tous les niveaux pour remédier et éviter, et même si le risque zéro ne pourra jamais exister, au mieux à ces accidents. Voilà déjà 12 ans de perdu depuis 1999, avec une loi sans fondement scientifique et expert, et dont l'inutilité n'est plus à démontrer. Va-t-on attendre 12 ans de plus avec un permis de chien inadapté, dont le contenu de formation est vide de tout enseignement ou quasiment dans la forme actuelle où il est délivré? Va-t-on attendre qu'il y ait encore d'autres accidents graves et mortels avant de prendre des mesures réelles et sérieuses? Personnellement, et je ne parle qu'en mon nom, je sais que vous, maîtres de chiens catégorisés, êtes obligés de vous conformer à ces lois et donc de passer ce fameux permis de détention. Beaucoup m'ont déjà demandé si je faisais passer ce permis de détention, sachant que je remplissais les conditions pour obtenir l'agrément à ce titre. À cette question, la demande d'agrément de formateur n'étant pas une obligation pour un professionnel du chien ou d'un club d'ailleurs, n'adhérant pas ni à la catégorisation de chiens pour les raisons évoquées précédemment et adhérant encore moins, non pas sur le fond, mais sur la forme du permis de détention, ou tout au moins de son obtention, et cela même s'il s'avère que dans le contexte économique actuel, comme tout un chacun, je crois qu'il s'agit là d'une manne financière providentielle non négligeable pour les formateurs. Je garde ce principe à cœur. Quand on n'adhère pas à quelque chose, on ne contribue pas à son exécution et on ne collabore pas à sa mise en place et à sa mise en action quand on n'y est pas contraint.
N'y étant pas contraint, j'attendrai qu'il y ait des réglementations et des mises en place de dispositifs de prévention et d'enseignement cohérents, efficaces et intelligents, tenant compte des avis expérimentés des professionnels compétents, avec pour objectif une cohabitation gérée et responsable avec le chien de tout maître. Certainement que lorsque cela arrivera, si cela arrive, je contribuerai et j'adhérerai à la mise en place de ces dispositifs. Pour l'instant, et encore une fois, je ne parle qu'en mon nom, j'aurais quelque part un peu honte de vous demander à vous, maître de chien catégorisé, 100 ou 150 € ou plus par personne pour 7 heures de formation qui débouche certes sur l'obtention d'un document obligatoire dont vous avez besoin selon la loi, sans que cela vous ait apporté réellement quelque chose de significatif dans la relation à avoir avec un chien et dans l'éducation à lui donner. Par ailleurs, bien impossible si le chien est absent et encore moins dans la forme actuelle de la dispense de cette formation et donc dans la finalité même des raisons recherchées par la loi, endiguer les accidents, endiguer les morsures de chien. Voilà encore une fois un sujet d'actualité dont on pourrait parler très longuement. Et si je ne suis pas surpris plus qu'il ne faut par ces dispositifs inadaptés, incohérents et sans valeur dans la finalité même des raisons recherchées logiquement par cette nouvelle loi, je reste surpris, mais à peine, de l'engouement de certains acteurs du chien à faire passer ce permis dans les conditions actuelles de sa délivrance, alors qu'ils s'accordent quasiment tous sur l'inutilité de cette loi en sa forme, sachant pertinemment que non seulement cette nouvelle loi va stigmatiser un peu plus encore et injustement certaines races, alors qu'elle devrait s'appliquer dans le fond à tous les chiens, mais que son contenu et sa forme n'apporteront au maître de ces chiens catégorisés qu'un porte-monnaie un peu moins lourd de 3 à 500 € environ, évaluation vétérinaire et permis de détention par le formateur confondu, mais sûrement pas à une réelle aptitude à détenir tel ou tel chien. Et le document remis par le formateur s'appelle pourtant bien un certificat d'aptitude à détenir un chien catégorisé. Mais comme on dit chez moi, chacun voit midi à sa porte.